Podcast. Les jeux sont faits, rien ne va plus. On est le 7 mars 2025. L'heure limite de la date limite des transactions est officiellement passée. Anthony Desaulniers et Martin Thériault, le 5e de 5 des épisodes spéciaux de la semaine de transactions. Oui, on y est rendu, Marty. C'est maintenant chose faite. Comment tu as trouvé ta journée aujourd'hui? Tu peux pas demander, tu peux pas vraiment demander mieux, je te dirais, là. Tu te lèves, premièrement, tu relaxes un petit peu à un moment donné. Quelques tractations, quelques transactions. Ça a peut-être recommencé un peu lentement, mais il y a eu tellement de rumeurs tout au long de la journée, notamment Mikko Rantanen, toutes sortes de choses, que finalement, tu sais, moi, je trouve que ça a été l'une des belles périodes des transactions. Là. Parfois, il y a des journées que c'est pas mal plus difficile, c'est pas mal, tu restes un peu plus sur ton appétit. Là. J'ai vraiment apprécié beaucoup de suspense, puis les transactions étaient confirmées tard, donc même jusqu'à 17-18 heures, là, il restait quand même des choses à digérer un peu. Oui, effectivement, c'est vrai, il y a eu beaucoup de transactions. C'est parti comme à l'habitude, assez tranquillement, mais finalement, le rythme s'est enchaîné pour certaines équipes. Parce que le Canadien de Montréal, au mécontentement de certains, aucune transaction en cette date limite. C'est une première depuis 2013, Marty. Et honnêtement, ce qui est fascinant avec cette statistique-là, c'est que il y a deux clans bien divisés qui sont déçus. Tu as le clan des gens qui auraient aimé ça que le Canadien achète, procède à des transactions pour essayer de rentrer en séries éliminatoires, pour venir compenser un temps de jeu limité d'Owen Beck. Et tu as un autre clan qui aurait aimé qu'on tire avantage d'un marché qui était très favorable envers les vendeurs pour tirer profit des joueurs autonomes sans compensation, David Savard ou Christian Dvorak ou encore Joel Armia. C'était vraiment fascinant, Marty, de voir ça sur Twitter cet après-midi. Ouais, puis en fait, c'est drôle que tu me parles de la première depuis 2013, puis je me suis amusé à aller voir un petit peu qu'est-ce qui s'était passé à l'époque. Puis tu vois que les deux scénarios sont complètement différents. 2013, souviens-toi, bon, il y avait eu la saison 2011-2012, ça avait été super compliqué. On avait repêché 3e au total. On avait choisi Alex Galchenyuk et tout ça. On avait complètement changé l'image de la direction des Canadiens. Marc Bergevin était directeur général. Michel Therrien était entraîneur-chef. Puis là, paf, l'équipe jouait vraiment au-dessus de sa tête. On avait terminé au 2e rang de l'Association de l'Est. On avait fait un gros parcours. Donc, à l'époque, on était davantage dans un mode gagnant, mais tu regardais leur formation, on avait Max Pacioretty, on avait Thomas Plekanec, on avait Lars Eller, on avait Brendan Gallagher. Tu n'avais pas nécessairement besoin d'ajouter des morceaux. Tandis que là, c'est complètement à l'inverse d'une équipe qui vise davantage à accumuler des actifs, des joueurs pour le futur. Donc là, c'est là que je peux comprendre pourquoi certaines personnes sont déçues, sont un peu frustrées. Autant de ne pas s'améliorer que d'améliorer, que d'aller chercher des choix. Parce que soit tu crois aux séries ou soit tu crois en la reconstruction. Ça, je pense que ça se comprend parfaitement. Mais tu sais, en même temps, je comprends un petit peu Kent Hughes là, d'y être allé avec cette décision-là. Est-ce que c'est la meilleure décision? Je ne pense pas. Mais du moment où il a mentionné en point de presse qu'il avait fait un pari, il avait lancé un défi aux joueurs au mois de septembre, comme quoi, justement, si les joueurs ils lui en donnaient, s'ils étaient capables de faire de bons efforts, étant en mesure de gagner des matchs de hockey, qu'il allait les récompenser une fois arrivé à la date limite des transactions. Je l'ai souvent mentionné, mais à un moment donné, la base du plan de Kent Hughes, oui, il y a les transactions, oui, il y a les actifs, mais clairement, la relation des joueurs, le fait d'améliorer la réputation de Montréal, elle est hyper importante. Donc oui, tu as peut-être quelques choix de moins aujourd'hui, mais encore une fois, pensez quand tu vas aller chercher des joueurs autonomes, quand tu vas vouloir réaliser des transactions, le fait d'avoir tenu parole est bien mieux que si, je te donne un exemple, on échange David Savard aux Jets de Winnipeg et que là, David Savard se plaint, ouais, Kent Hughes n'est pas super honnête, ça circule, il discute à plusieurs de ses coéquipiers. Puis là, au final, quand tu vas être prêt à gagner, que tu vas vouloir attirer des joueurs, il y en a peut-être qui ne vont pas vouloir y aller parce qu'ils vont se dire que Kent Hughes, c'est un peu un visage à deux faces. Alors au moins, là-dessus, il faut lui donner le mérite. Il les a défiés. Les joueurs ont bien répondu. Puis il les a récompensés aujourd'hui. Ah, t'as raison, Marty. Moi, honnêtement, je l'écoutais à le point de presse, puis je trouvais que ça avait du sens ce qu'il racontait. C'est juste que lorsque tu regardes froidement avec un pas de recul, il a lancé un défi à son équipe au retour de la pause des 4 nations. Son équipe a répondu avec une récolte d'11 points sur une possibilité de 12. Donc, c'est extraordinaire comme retour. Là. Alors que le Canadien, juste avant la pause, on avait perdu 7 ou 8 matchs sur 9. Là. Fait que c'était vraiment comme pas une bonne séquence.
Mais quand tu regardes un peu plus loin que le bout de ton nez, tu te rends compte qu'il y a des victoires contre les Sabres de Buffalo. Ça n'a pas été facile. Contre les Sharks de San Jose, ça n'a pas été facile. Ça n'a pas été des victoires très convaincantes. Mais en même temps, il a dit ça à son capitaine. Son capitaine a fait 13 points en 5 matchs. Son capitaine s'est levé. Il a tenu parole. On verra. On verra sur le long terme si ça aurait été la bonne décision. Je pense juste que c'est un peu fâchant pour les gens qui auraient aimé ça avoir plus d'actifs, dont je fais partie, parce que le marché était vraiment extraordinaire pour les vendeurs. C'était pas comme les années précédentes. C'était vraiment, vraiment payant d'un point de vue vendeur. Et qu'est-ce qui est plus important de conserver les services d'un 6e défenseur que tu vas probablement perdre à la fin de la saison parce que tout porte à croire que la retraite s'en vient au détriment de la culture, que tu aurais pu aller chercher facilement un 2e choix compte tenu du marché. On se posera la question, Marty, dans 5 ans et on reviendra probablement sur cette date limite des transactions, mais ça pourrait être franchement intéressant d'y revenir. Kent Hughes a mentionné aussi, à travers ce point de presse-là, qu'on devrait voir Oliver Kapanen rapidement, là, avant qu'on tombe vraiment dans les transactions. Oliver Kapanen devrait se joindre au Rocket pour la fin de la saison, une fois qu'il aurait terminé sa saison à SHL. Ça va être intéressant de revoir l'Européen. Ouais, vraiment. Ben, en fait, je pense que ça va simplement sous le sens un petit peu. Oliver Kapanen, la saison dans la SHL en Suède se termine toujours un petit peu plus tôt. Puis, ben, je pense que ça explique pourquoi il y a eu 0-0-0 transactions. Parce qu'on aurait pu y aller de transactions pour la Ligue américaine, aller chercher un attaquant qui coûte absolument rien, effectuer ajouter un joueur, en donner un autre. Là, en même temps, je sais que du côté du Rocket, j'ai vu Joshua Roy, par exemple, qui a mentionné que l'esprit d'équipe était bon, tout le monde se donne corps et âme, tout le monde est très heureux de jouer ensemble, mais tu n'as pas nécessairement la pression d'aller ajouter un morceau, justement, parce que là, présentement, tout va bien, mais en plus, tu as Oliver Kapanen, puis il y a Vincent Rohrer également, on en reparlera, mais dans le cas de Kapanen, je pense que c'est positif, c'est quelqu'un qui joue sur le premier trio en Suède présentement. Il se développe avec quelqu'un quand même d'intéressant. Son entraîneur-chef, c'est Olli Jokinen. C'est quelqu'un qui est un côté intimidant, un côté hargneux. Pour avoir vu Kapanen, c'est quelqu'un qui, justement, est peut-être un peu plus intimidant. Il brasse pas mal plus dans les coins et après les sifflets, c'était le cas lorsqu'il était à Montréal. Donc, je pense que c'est simplement positif. Tu pouvais l'amener dans un parcours à Laval en séries éliminatoires. Là. C'est pas comme si tu avais simplement un jeune là, qui tente d'apprendre et qui veut simplement s'intégrer à la culture nord-américaine, s'intégrer à l'équipe et tout ça. Tu aurais quelqu'un là, qui, honnêtement, si je regarde les centres du Rocket, je te donne un exemple, Lucas Condotta, par exemple, ben, je pense que Kapanen est meilleur que Condotta. Tu pourrais déjà l'amener au sein d'un top 6, voire un top 3, puis écoute, ça te donne un méchant bel outil. D'autant plus, puis là, je vais très rapidement, mais que les Americans de Rochester et les Marlies de Toronto, les clubs écoles des Sabres et des Maple Leafs, ont, ben, raison de toutes les transactions qu'il y a eu le fait qu'on a laissé partir quelques joueurs, les Americans de Rochester, ce soir, il y a le premier trio complet qui ne joue pas, notamment Nicolas Aubé-Pucuvel qui a été échangé contre Eric Brandstrom. Donc ça, c'est premièrement. Du côté des Marlies, on le sait, Nikita Bremenkin et Fraser Minton. Donc ça aide aussi. Oui, effectivement, tu fais bien de le mentionner, Marty, puis je le précise pour les gens qui ne sont pas au courant. La date limite des transactions dans la Ligue américaine, c'était pas aujourd'hui, c'est le 14 mars prochain. C'est donc dire qu'on peut encore faire les transactions dans la Ligue nationale. On peut juste pas faire des transactions que les joueurs pourraient jouer dans les séries éliminatoires de la Ligue nationale. Donc, on peut encore bouger des morceaux à ce moment-là. Tu veux ajouter, Marty? Oui, ben en fait, c'est exactement ça que je l'ai mentionné. C'est une date limite des transactions, mais c'en est pas une en même temps. Les équipes peuvent procéder à des transactions quand même. C'est simplement que ton joueur ne peut pas évoluer dans la LNH en saison dans les séries. Tu sais. Plusieurs transactions. Je regarde les bandeaux que j'ai faits avant le début de l'épisode. Je pense qu'on va en faire une vingtaine. Donc, j'espère que vous êtes prêts à la maison ou en différé pour les gens qui vont nous écouter un peu plus tard. Ça risque d'être un podcast bien chargé. On va commencer avec la plus grosse transaction, la plus grosse saga dans la LNH et de loin au cours des dernières semaines. Mikko Rantanen change à nouveau d'adresse. Il s'en va avec les Stars de Dallas contre Logan Stankoven. 2 choix de premier tour, 2 choix de troisième tour. Marty, c'était toute une histoire. Finalement, Rantanen a décidé de s'entendre avec les Stars, un contrat de 8 ans qui va lui rapporter 12 millions de dollars par saison. Est-ce que ça va être un bon fit?
avec les Stars Rantanen? Je pense que oui. Je pense que c'est un très bel atout. Je pense que ce qu'on a appris un peu de Mikko Rantanen avec les Hurricanes de la Caroline, c'est que c'est un complément. C'est bon. Ça n'a pas nécessairement bien fonctionné avec Sébastien Aho. Aho, c'est pas un Milton McKinnon. Il est très bon, Aho. C'est quelqu'un qui est super bon dans le sens de la patinoire, mais il n'y a pas le côté explosif, le coup de patin, le côté vraiment dynamique et intense d'un Nathan McKinnon. Je pense que c'est là que Rantanen est utile. Avec les Hurricanes, peut-être que ça cadrait moins avec l'équipe. Puis je ne suis pas certain que c'est quelqu'un également qui avait un gros désir de rester avec la formation. La preuve, c'est qu'on a dû le rééchanger tout de suite. Donc ça, je pense que premièrement, il y a ce côté-là. Mais du côté des Stars, puis là, on a donné une prolongation de contrat à Wyatt Johnston dans tout ça. Tu as Roope Hintz. Tu as quand même des éléments au niveau de la profondeur, au niveau de joueur de centre, où tu peux te dire, tu peux placer Rantanen avec quelqu'un. Et là, cette année, pas le choix de mentionner la profondeur des Stars, où tu as même Matt Duchesne au niveau du poste de joueur de centre. Là, tu ajoutes des gars comme Jason Robertson, comme Jamie Benn. Tyler Seguin est blessé, c'est possible qu'il revienne. Maverick Bourque, qui est un joueur de profondeur et tout ça. Écoute, tu regardes cette formation-là, elle est blindée pour les séries. C'est difficile de voir une faiblesse dans cette équipe-là. Et moi, je pense que c'est l'équipe favorite pour la Coupe Stanley à l'heure où on se parle, simplement avec cette transaction-là. Parce que là, c'est pas comme si tu ajoutes un bon joueur, mais là, c'est plus qu'un bon joueur. Je te donne une statistique, désolé. À 1,13 points par match cette année, Mikko Rantanen est le meilleur joueur à être échangé à la date limite des transactions depuis Joey Juneau en 1994, qui était passé des Bros aux Capitals. Donc, c'est dire à quel point je ne te compare pas ça à Luka Doncic contre Anthony Davis au basket. Mais c'est gros. C'est quand même très gros. C'est énorme, Marty. C'est vraiment énorme. Et c'est fascinant de voir que Rantanen, toute la journée, il y avait des rumeurs. Est-ce qu'il va s'entendre? Est-ce qu'il va signer? Là, il s'est entendu pour 12 millions de dollars. Je le sais là, qu'il y a des taxes. Là, les gens me l'ont bien rappelé là, sur Twitter. Mais quand même, 12 millions ou 13 millions ou 11,5 millions, si tu étais heureux, tu étais confortable au Colorado, à quel point ça a valu la peine toute cette saga-là de te faire échanger aux Hurricanes, d'essayer de t'acclimater, d'avoir une prolongation de contrat, une autre transaction. Il me semble que tout ça aurait pu être évité facilement, Marty. Ouais, mais je pense que ça va un peu avec... c'est toi qui en avais mentionné d'ailleurs. Je pense que l'agent de Mikko Rantanen est le même que Leon Draisaitl. Je pense qu'il y a un peu de l'agent également, un peu là-dedans. Si tu as cet agent-là, peut-être que davantage tu te dis, écoute, finalement, je pense que c'est Andy Scott. Ouais, c'est Andy Scott. Moi, je vais aller soutirer le maximum d'argent. Il y a dans plein d'autres sports, c'est ça. Tu as des agents qui vont s'attarder davantage à dire, je vais te placer avec une équipe gagnante. Et souvent, l'athlète va aller se choisir un agent pour cette raison-là. Et il y en a d'autres qui vont se choisir pour les amateurs de baseball. Scott Boras, c'est probablement le meilleur exemple. Quelqu'un qui va aller chercher de l'argent à ses clients. Peut-être qu'un Andy Scott, c'est un peu de ce côté-là. Donc, je pense qu'il y avait un côté qui était heureux de se retrouver avec les Stars. Il l'a mentionné en entrevue d'ailleurs, Mikko Rantanen. Je pense que le côté argent aussi, tu n'as pas un agent comme ça qui est agressif au niveau du salaire pour rien, disons. Du côté d'Eric Tulski, on est passé proche de la catastrophe, honnêtement. Parce que si Mikko Rantanen décide de faire la tête dure, ce qu'il aurait très bien pu faire, il aurait pu décider de ne pas signer de prolongation de contrat nulle part et de tout simplement tester le marché des joueurs autonomes, faire monter les enchères alors que tout le monde a plus d'espace sous le plafond salarial. Et probablement qu'à ce moment-là, il aurait pu aller chercher 12,5, 13 millions de dollars. Et là, Eric Tulski se serait trouvé le bec à l'eau. Ça n'a pas été le cas. Finalement, Rantanen a décidé d'y aller avec la prolongation de contrat avec les Stars, si bien que quand on prend un pas de recul, les Hurricanes ont donné Martin Necas, Jack Drury, un choix de deuxième tour et un choix de quatrième tour. Et en échange, on obtient Logan Stankoven, Taylor Hall, premier choix, troisième choix. Jamais on n'aurait obtenu un aussi gros retour si aujourd'hui, c'est Martin Necas qu'on avait échangé. Je comprends là, que les Hurricanes de la Caroline ont peut-être diminué leur chance de gagner la Coupe Stanley cette année. Mais malgré tout, Marty, ils s'en sortent très bien. Là. Ouais, je pense qu'ultimement, on sauve les meubles. Moi, je pense que c'est un peu ça. C'est que justement, on passe de peut-être échanger de Martin Necas contre rien
à là, justement, obtenir un Logan Stankoven, obtenir des choix, et on sait à quel point les Hurricanes repêchent souvent bien, on priorise le talent. Tu as un Alexander Nikishin qui va débarquer dans la défense l'an prochain. Tu vas être en mesure de revenir quand même rapidement. C'est sûr que ce point-là. En même temps, je pense que justement, tu avais des chances de gagner cette année. La section métropolitaine, c'était quand même très ouvert. D'ailleurs, oui, il y a eu des transactions et tout ça, mais il n'y a pas eu de gestes super éclatants. Je pense que c'était prenable là, pour les Hurricanes de la Caroline. Moi, j'ai un peu de difficulté quand même. Tu sais à quel point j'ai toujours adoré Martin Necas. Tu sais à quel point j'ai toujours aimé le fait qu'il était quand même physique, qu'il a un très, très bon tir, qu'il est super intelligent. Moi, je trouve quand même que c'est une décision bizarre et d'autant plus qu'on a eu les explications d'Eric Tolsky après la date limite des transactions et il a mentionné qu'il voulait aller chercher d'autres joueurs pour améliorer son équipe. Mais étant donné que la transaction Rantanen a été trop longue à compléter, il n'a pas eu le temps de se plonger le nez dans d'autres dossiers. Et là, finalement, il a raté son coup pour d'autres joueurs. Ça, à un moment donné, je trouve que ça manque un peu. T'envoies un peu le message que tu manques d'expérience, que justement, il te manque quelques notions. Tu sais, fais négocier certains détails par ton assistant directeur général. C'est toujours comme ça que ça se passe. Tu as toujours des gens avec lesquels tu travailles qui vont aller s'occuper de négocier à ta place. Est-ce que Eric Tolsky avait vraiment besoin d'être à l'écoute des moindres détails de la transaction Rantanen? À un moment donné, oui, c'est des négociations de contrat et c'est important. Mais là, c'est parce qu'à un moment donné, tu es à la date limite des transactions. Écoute, on le fait dans nos ligues simulées. Ça va super vite. Tout se passe un peu à vitesse grand V. Tu reçois 7, 8, 9, 10 offres de transactions. Tu n'as pas trop le temps d'attendre. Là. Ça, je te dirais là-dessus, Eric Tolsky m'a pas énormément impressionné. Là. Si quelque part, il a été perdant, je comprends qu'il s'en est sorti, mais je trouve que c'est là qu'il a peut-être échappé. Il a raté beaucoup d'occasions de peut-être s'améliorer avec d'autres gestes. Puis là, au final, il a ajouté Mark Jankowski dans une transaction avec les Prédateurs, mais sinon, c'est pas mal tout. T'sais. Mais Marty, je comprends. Tu as raison sur le fait qu'il a raté son coup pour s'améliorer, alors que tout le monde s'attendait à ce que ces choix-là soient repackagés pour autre chose. Il va se reprendre au repêchage. Là. C'est peut-être meilleure chance la prochaine fois pour l'édition actuelle des Hurricanes, mais je serais très surpris que ce soit les Hurricanes de la Caroline qui repêchent les 4 choix qu'on le voit dans le bas de l'écran présentement. D'après moi, on va viser la clôture quand on va arriver au repêchage pour revenir en force dès l'année prochaine avec le couteau entre les dents. Du moins, c'est ce que je pense. En tout cas, on aura... Ouais, vas-y. Mais il y a quelque chose d'intéressant avec Eric Tolsky, par contre, où ce qu'il a mentionné, puis ça montre à quel point sa philosophie est complètement différente de ce qu'on voit des directeurs généraux dans la LNH. Essentiellement, ce qu'il a dit, c'est je suis conscient qu'il y avait un risque. Mais à un moment donné, Mikko Rantanen est un joueur élite dans la Ligue nationale de hockey. Je pense que ça vaut la peine de prendre une chance. Tu l'amènes avec toi, tu espères. Évidemment, tu as un risque que ça ne fonctionne pas. Ce qui est arrivé, mais premièrement, j'ai réussi à aller chercher un excellent jeune joueur en Logan Stankoven. Moi, personnellement, ça aurait été mon premier choix plutôt que Logan Mailloux en 2021. Je le disais en 2021, je le dis encore aujourd'hui. Je pense que c'est quelqu'un qui a un très beau potentiel d'être un joueur de 60 à 65 points. Oui, il n'est pas très gros, mais il joue comme un attaquant de 6 pieds 4 pouces. Il est excellent, Logan Stankoven. Tu ajoutes des choix, puis il dit honnêtement, il ne faut pas se faire de cachette. Avec la formation actuelle, les Hurricanes ne se rendaient nulle part de toute façon. Donc, qu'est-ce que je dois faire? Garder la même formation? Il dit, j'ai pas le choix à un moment donné de changer quelque chose. Puis, c'est ça la décision que j'ai prise. J'ai décidé de sortir Martin Necas. J'ai tenté un coup avec Mikko Rantanen. Ça n'a pas fonctionné. On accumule des choix. Tu as quand même un bon jeune joueur qui se greffe au top 6 en Stankoven. Ça, au moins, là-dessus, je vais lui donner le mérite. Là. Il n'est pas dans le carcan de tous les autres directeurs généraux qui font un peu comme des moutons, qui font un peu toute la même chose. Ça, au moins, c'est rafraîchissant. Ça fait un peu plus nouvelle génération un petit peu. On verra si ça va fonctionner, mais je trouve ça rafraîchissant un peu. Puis je pense, Marty, que Stankoven, ça va être un type de joueur que Rod Brinamo va adorer. Me trompes-tu? Non, tu te trompes pas. Non, c'est clair. C'est un gars qui est intense, c'est un gars qui va aller au filet. C'est un bon marqueur également. Tu veux dire, il a un bon tir, il a une très bonne vision de jeu. C'est quelqu'un qui pivote super bien sur lui-même. Donc, non, t'as raison. C'est quelqu'un qui va bien s'intégrer. Puis ça également, ça revient encore une fois avec la philosophie des Hurricanes. Eric Tolsky l'a encore mentionné. Un style agressif. On veut de l'attaque. On va à l'attaque. Que ce soit avec les attaquants, les défenseurs. Puis ça, Stankoven, avec la pression qu'il met devant le filet, à le mettre avec un Seth Jarvis, un AO,
un Andrei Svechnikov, des gars comme ça, c'est sûr que c'est quelque chose d'intéressant aussi. Deux questions en suspens que j'ai bien hâte d'avoir les réponses. Un, est-ce que les Stars vont être capables d'atteindre la finale de la Coupe Stanley, ce qui leur échappe quand même depuis qu'ils sont dans leur fenêtre? Et deux, est-ce que Jim Neal va remporter le trophée Jim Gregory pour la 3e année de suite remis au directeur général de l'année? On aura ces réponses-là un peu plus tard durant la saison. Deuxième transaction qu'on va aborder aujourd'hui. Brad Marchand, à la toute dernière seconde, prend la direction des Panthers de la Floride contre un deuxième choix conditionnel pour les gens qui n'ont pas vu passer. La condition pour que ça devienne un premier choix, Marchand doit jouer 25% ou plus des matchs des Panthers lors du premier et du deuxième tour des séries éliminatoires. Donc, voilà pour la condition. Marty, c'est vraiment une ère qui se termine à Boston. Échange le capitaine, échange le visage de la franchise, un joueur qui était là de ad vitam aeternam, qui a vraiment marqué, qui saignait Bruins. Il n'y avait pas plus Bruins que Brad Marchand. Et bien là, maintenant, on va le voir dans un autre uniforme. Puis ça va être spécial, honnêtement. C'est spécial. D'ailleurs, je m'amusais à regarder un peu sur les médias sociaux qu'est-ce qu'on pensait de la transaction Brad Marchand du côté de Boston. Puis les partisans sont énormément furieux. On réclame le congédiement de Don Sweeney, de Cam Neely. On se dit cette organisation-là est passée par le feu. Je veux dire, à un moment donné, on a sacrifié le vétéran. Tu ne changes pas une légende comme ça. Je veux dire, on est vraiment... On est vraiment très dur à ce niveau-là. En passant, petite précision des autres par rapport à la condition, c'est pas tout à fait ça. C'est qu'en fait, les Panthers doivent gagner les 2 premiers tours des séries et Marchand doit jouer dans 50% de ces matchs-là. C'est pas mal ce qui est les conditions. OK. T'as peu, parce que juste pour être sûr, parce que moi, j'ai lu le tweet de Frank Cervelli ici. Puis ça disait Marchand doit jouer dans 25% des matchs de la Floride pendant les 2 premières séries pour que le pic devienne un choix de premier tour. Moi, j'ai la transaction officielle des Bruins. Donc, si tu vas sur le compte officiel des Bruins de Boston, là, c'est exactement ce qui est écrit. Ah, OK. Bon, ça veut dire que Frank Cervelli n'a pas bien rapporté les propos. Ouais. Tu peux continuer, Mark. Ouais, mais c'est ça, exactement. Donc, tu sais, dans le cas de Brad Marchand, c'est sûr que ça frappe un petit peu. Je pense qu'il y a 2 façons de le voir. Premièrement, à un moment donné, on voit bien que les Bruins allaient nulle part. C'est une équipe qui était en perdition. Finalement, ce qu'on annonçait comme reconstruction depuis des années, là, ça se produit. Tout s'écroule un peu comme un château de cartes. Donc, aussi bien l'échanger, ne pas le perdre pour rien. Ça, c'est premièrement. On pourrait être surpris du retour qui a été apporté. C'est un choix de deuxième tour conditionnel pour devenir un premier. Pour un gars comme Brad Marchand, ça semble moindre, mais c'est drôle. Premièrement, c'était déjà une impression que j'avais. Et je suis allé voir le point de presse de Don Sweeney après la date limite des transactions. Je pense que ça se confirme. Brad Marchand, ce qu'il faut comprendre, c'est qu'il avait une clause de non-échange. Il y avait 8 équipes pour lesquelles il ne pouvait pas être échangé. Et clairement, les 2 parties se sont parlé. Je pense qu'on a voulu établir les préférences de Brad Marchand, pas un endroit précis, mais un groupe d'équipes précises qui voudraient peut-être se retrouver. De ce que j'ai compris un peu, Brad Marchand voulait jouer dans l'Est. Il voulait jouer pour une excellente équipe. Donc, je pense qu'à partir de ce moment-là, si tu as moins de clients, disons que, par exemple, il y avait les Maple Leafs de Toronto, il y avait les Panthers et qu'il y avait peut-être 1 ou 2 autres équipes, tu as pas mal moins de clients pour danser. Si les Maple Leafs, par exemple, ne sont pas capables de trouver une entente, je pense que ça explique pourquoi le retour par rapport à Brad Marchand, finalement, est peut-être un peu moindre. Ouais, puis en même temps, je veux dire, on parle quand même d'un joueur qui ne rajeunit pas, mais qui est capable de faire la différence en séries éliminatoires, qui est capable de se présenter quand ça compte. Ça va être intéressant à surveiller pour Marchand. J'ai hâte de voir là, avec Matthew Tkachuk, Sam Bennett, ça risque d'être un peu agaçant à affronter les Panthers de la Floride en séries éliminatoires. Marty, ce n'est pas la seule transaction qu'on a effectuée du côté de Boston. On a sorti Charlie Cole aussi et un choix de 5e tour en échange de Casey Mittelstadt, William Zellers et un choix de 2e tour. On se souvient, pratiquement pareille date l'année dernière, on avait eu droit à une transaction entre Bowen Barron et Casey Mittelstadt, puis ça avait très bien cliqué pour Mittelstadt avec l'Avalanche du Colorado. Il s'était trouvé une chaise dans un poste de centre. Vraiment, il avait généré de l'attaque. Mais si on est honnête, cette saison, ça a été plus compliqué quand même pour Mittelstadt. Et bien là, l'Avalanche qui se tourne de côté. Et pour un centre peut-être un peu plus efficace, un peu plus confiant, à laquelle on peut se fier, mais Charlie Cole va remplir ces souliers-là. Ouais, je pense que c'est une transaction qui est bonne un peu pour les 2 équipes. Du côté de l'Avalanche, je pense que c'est assez clair avec la transaction de Brock Nelson hier. On a vraiment changé complètement l'identité de la ligne de centre. Là, tu as Nathan McKinnon qui est sur le premier trio.
par la suite, tu es capable d'amener Nelson, tu es capable d'amener Middlestad et tu as Jack Drury sur le 4e trio. Tu n'as pas beaucoup d'équipes et on sait à quel point la position de joueur de centre est super importante dans la LNH. Tu n'as pas beaucoup d'équipes qui ont cette profondeur-là, alors qu'on ne l'avait pas clairement, je dirais, il y a 24 heures à peine, parce que la transaction de Nelson n'était pas annoncée. Mais de l'autre côté, les Bruins qui accumulent justement des choix, je pense que premièrement, tu donnes un deuxième souffle à Casey Middlestad, plus d'occasions de se signaler, plus d'occasions de se faire valoir. Je ne suis pas en train de dire qu'il va devenir le premier joueur de centre, mais Pavel Zaha, c'est pas mal plus facile à devancer que Nathan McKinnon, on va le dire comme ça. Puis là, ben, tu ajoutes quand même un choix de deuxième tour. Les Bruins n'ont pas repêché énormément dans les dernières années, c'est très bon. Et Will Zellers, présentement, c'est le deuxième meilleur pointeur de la USHL. Il n'est pas très gros, mais c'est quand même quelqu'un qui est bourré de talent. Donc, je pense que vraiment, tu ajoutes à ta banque d'espoir du côté des Bruins, tu t'ajoutes quand même un excellent joueur pour ton top 6, quand même à court et moyen terme, peut-être même long terme. Ce qui fait peut-être un peu mal, par contre, encore une fois, sur la fibre émotive. C'est pourquoi je pense que les partisans des Bruins sont super déçus. Charlie Cole, ça demeure quelqu'un natif de la région de Boston. Ça demeure quelqu'un qui s'impliquait beaucoup dans la communauté. Ça, c'est peut-être le côté plus négatif. Ouais, en même temps, ça fait partie d'une reconstruction, puis c'est une franchise qui, depuis plusieurs années, c'était inévitable. Je veux dire, on n'avait pas le choix de passer par là à un moment ou un autre parce que il y avait un piège. Il y avait vraiment un piège de dire, OK, garde, Brad Marchand, capitaine, on te resigne, on continue, on va de l'avant, Marchand, Pasternak, Lennon, Zadorov, on peut revenir avec Swayman. Et là, finalement, tu te retrouves dans le no man's land, tu rates les séries par quelques points, tu fais un Penguin Pittsburgh 2.0, puis finalement, tu n'es pas plus avancé. Chapeau aux Bruins de tirer le plaster du moment qu'on voit que ça ne fonctionne plus. Puis si on est honnête, Marty, tu sais, Marchand avait eu des démêlés avec Jim Montgomery. Il y avait eu des rumeurs aussi que c'était pas au beau fixe avec David Pasternak. Cette formation-là, je pense que ça va lui faire du bien d'aller dans une autre direction, un peu de 109. Puis avec les choix qu'on accumule, on pourra revenir plus fort, plus rapidement. On n'a pas été que vendeur. On a mis la main sur Henry Yoki-Ariou. C'est mineur, mais quand même, ça nous permet de remplir des patins. Je voulais prendre la peine de le souligner. L'autre joueur qui a quitté Boston d'importance, c'est Brendan Carlo, prend la direction de Toronto. Et Toronto paye quand même un très fort prix, Marty. Fraser Minton, un joueur qu'on avait en très haute estime, c'est pas compliqué. On avait ciblé 3 joueurs qui étaient intéressants du côté des Leafs. Fraser Minton, Easton Cowan et Ben Denford. Finalement, c'est Minton qui est sacrifié en plus d'un choix de premier tour pour venir stabiliser la défensive. Ouais, ben je pense qu'encore une fois, ça va dans la même logique pour les Browns. Je veux dire, tu t'accumules un choix et tu accumules un espoir de très haut niveau au point où moi, selon moi, Fraser Minton, il est capable de jouer dans le top 9 immédiatement. Puis les Browns de Providence, c'est pas comme s'ils vont super bien dans la Ligue américaine. Donc, Fraser Minton, c'est un élément que tu ajoutes actuellement. À quelque part, il remplace Marchand, si tu veux. Là, c'est sûr que tu donnes Brandon Carlo, mais encore une fois, l'équipe ne gagnait plus nécessairement. Brandon Carlo est un actif super intéressant pour aller t'ajouter des morceaux et tout ça. Ça, c'était super bien. Du côté des Maple Leafs, ben, évidemment, je pense qu'il manquait peut-être une solution à droite à côté de Morgan Rielly. J'aime bien Oliver Ekman-Larsson, mais défensivement, c'est pas mal moins chic. C'est pas mal moins quelqu'un qui bloque des lancers. C'est pas mal moins quelqu'un qui est bon dans la couverture défensive. Carlo, c'est complètement le contraire. Il est excellent là-dedans, à défaut d'amener de l'attaque, mais c'est pas grave parce que tu as Rielly qui est à gauche, qui est capable de faire le travail. Puis honnêtement, est-ce que le prix est... C'est sûr que c'est fort payé, ça c'est clair, mais premièrement, les Maple Leafs, ça se passe là. On veut être en mesure de se rendre à la Coupe Stanley. Est-ce qu'on va être en mesure de le faire? Ça reste à voir. Mais tu sais, c'est là que ça se passe. Puis la banque d'espoir des Maple Leafs, on parle d'Easton Cowan, de Ben Denford, de Fraser Minton, mais tu sais, c'est pas super incroyable non plus. C'est pas comme si tu donnais un Callum Ritchie que les Islanders ont acquis dans la transaction de Nelson. Puis Fraser Minton, c'est pas quelqu'un qui a toujours été très bon lorsque ça compte. Je pense au Mondial Junior, je pense à la Coupe Memorial. Donc, je pense que du côté des Maple Leafs, on pouvait se permettre de le sacrifier. Puis du côté des Browns, ben c'est ça. Tu ajoutes simplement à ta banque de jeunes et de choix. Ouais, en tout cas, moi, j'ai hâte de voir parce que les Maple Leafs de Toronto, tu l'as dit, Marty, la fenêtre, elle est là. T'sais, on ne sait même pas si Mitch Marner va être encore avec la formation à l'automne. Il n'y a plus de contrat. On va commander un gros salaire. Est-ce qu'on va continuer? Personnellement, je pense que oui, c'est un gars de la place. Mais il faut que tu tires avantage pendant que les morceaux sont en place. Alors, on n'a pas niaisé, on est allé de l'avant. J'ai hâte de voir si Carlo va être capable de rebondir. Je le trouvais un peu plus inefficace
cette saison. Il a seulement 28 ans, c'est pas en raison de l'âge. Peut-être en situation parce que les Browns sont un peu plus amochés, il était plus exposé. Mais j'ai hâte de voir s'il pourra avoir un regain de vie. Puis même chose pour Morgan Riley, qui honnêtement n'a vraiment pas une bonne saison là, avec les Leafs. D'avoir un partenaire un peu plus stable à côté de lui, ça ne va pas nuire. Ce n'est pas la seule transaction d'importance des Maple Leafs de Toronto. Scott Laughton, en provenance de Philadelphie, ainsi qu'un choix de 4e et de 6e tour, contre un autre premier choix, et Nikita Grebenkin. Ça aussi, Marty, puis là, je veux dire, c'est évident que c'est cher payé parce que le marché commandait ça, mais on parle quand même bien d'un centre de 3e trio, là. Ouais, mais tu sais, tu l'as mentionné, le prix était là. C'est pas mal ce que ça coûtait. Du côté des Leafs aussi, on sacrifie des espoirs. Là, on a sacrifié Fraser Minton, on sacrifie Nikita Grebenkin. Mais la clé aussi là-dedans, c'est qu'il y a des années de contrat restantes. Scott Laughton, à quelque part, pas que c'est un cadeau, je veux dire, on l'a payé, là, mais il y a 50% du salaire qui a été absorbé par les Flyers. Scott Laughton va coûter 1,5 million de dollars par année. Pas simplement cette année, l'an prochain également. Il devient joueur autonome sans compensation en 2026. C'est quelqu'un natif de la région de Toronto. C'est quelqu'un qui est super apprécié là-bas. De ce que j'ai compris, son père a été un entraîneur qui a travaillé souvent au niveau du hockey mineur. C'est quelqu'un qui va sûrement se plaire dans le vestiaire. Donc, tout ça, je pense que ça aide. Puis même Carlo, son contrat se termine en 2027. Donc, tu sais, au moins, ce sont des munitions, ce sont des meubles que tu ajoutes pour les 2 ou 3 prochaines saisons. C'est sûr que c'est cher, on se le cachera pas du tout, mais je reviens un peu à ça. Moi, je trouve que la banque d'espoir des Maple Leafs n'est pas super renversante. Puis tu t'ajoutes quand même des morceaux de profondeur parce que c'est clair que c'est pas avec Max Domi comme 3e joueur de centre que tu aurais pu rivaliser avec Anton Lundell, qui est le 3e joueur de centre des Panthers, que Yanni Gould qui venait d'être acquis par le Lightning. Je pourrais même dire les Sénateurs d'Ottawa, tu as Shane Pinto, c'est pratiquement mieux que Max Domi. Là, au moins, avec Scott Laughton, c'est plus convenable un peu. Ouais, puis honnêtement, en séries éliminatoires, le 3e trio, c'est ça qui te fait gagner des matchs. Tu sais, je le sais là, que les super vedettes, puis que Connor McDavid a fracassé des records l'année dernière, gagné le Conn Smythe avec une tonne de points. Mais c'est tellement important d'avoir 3 trios hyper solides. Puis si tu comptes sur Max Domi, ça ne fonctionne pas. Fait que les Maple Leafs, ça revient exactement à ce qu'on disait il y a quelques secondes à peine. Ils se devaient d'aller de l'avant, ils se devaient d'en profiter. Puis c'est ce qu'ils ont fait. Ben, le résultat de tout ça, Marty, on trouvait qu'on avait peut-être un petit peu trop de monde. Donc finalement, Connor Timmins et Connor Dewar prennent la direction des Penguins de Pittsburgh en retour d'un 5e choix pour Toronto. C'est purement une transaction parce qu'on voulait faire de la place. Tu as parlé des Sénateurs d'Ottawa. Ils ont réalisé une prise assez tôt quand même dans la journée. Un joueur que bien les gens auraient aimé ça voir débarquer à Montréal. Dylan Cousins et Dennis Gilbert, en plus d'un choix de 2e tour contre Josh Norris et Jacob Bernard Docker. Marty, avant que je me prononce, je ne veux pas t'influencer. Je suis curieux d'avoir ton opinion. Écoute, en passant, les Canadiens de Montréal, selon les rumeurs, qui se sont informés pour Dylan Cousins. Donc ça, c'est quand même intéressant à savoir. Je trouve que Steve Staios, puis on reviendra avec d'autres transactions qu'il a accomplies, je trouve qu'il a fait un travail formidable aujourd'hui. Dans le sens que il ne sait pas s'il va participer aux séries ou non. Il tente d'améliorer son équipe et là, tente de changer le visage. Échange Josh Norris, qui a un très gros problème d'antécédent de blessure. Je regardais, là, il y a vraiment des problèmes avec des blessures à l'épaule. C'est 4 ou 5 fois au cours des 3 ou 4 dernières saisons, il a dû rater au moins 1 mois d'activité. Ça devenait super risqué. Là, tu ajoutes Dylan Cousins, qui, lui, est en santé, simplement pour cet aspect-là. C'est quand même gagnant. Oui, parce que, Marky, on s'entend, le meilleur joueur de la transaction, c'est Norris. Mais Norris est tout le temps blessé. Je suis pas prêt à dire, moi, que Josh Norris est le meilleur joueur. Dylan Cousins, c'est sûr que c'est pas facile cette année. C'est un gars de 47 points la saison dernière, soit au-dessus de 60 points en 2022-2023. Moi, je trouve que Buffalo n'était peut-être pas un bon environnement pour lui. Je pense qu'il peut se réveiller à Ottawa dans une équipe plus physique. Puis Cousins, c'est un gars physique. C'est un gars qui a un extraordinaire coup de patin. Moi, Josh Norris, je trouve que c'est un bon gars dans les deux sens de la patinoire. Mais je le trouve un peu vanille à quelque part. Tandis que Cousins, au moins derrière ce Tim Studs-là, je trouve que ça devient une meilleure option. Puis s'il se réveille et qu'il obtient un 60 ou 70 points, peut-être pas cette année, mais des avantages l'an prochain avec des Drake Batterson, à jouer avec un David Perron, des gars comme ça, moi, je trouve que c'est une très, très belle acquisition. Puis ton risque n'est pas super grand parce que, je le répète, Josh Norris, il est souvent blessé. Puis en plus, tu obtiens un choix de 2e tour. Ouais. Moi, j'aurais pensé, mettons, supposons la logique, c'est de dire, ben,
les sénateurs vont donner un choix de deuxième tour. Mais non, ils ont reçu un choix de deuxième tour, donc c'est encore plus ridicule, je trouve. Ah non, je sais. Ça, j'en revenais pas. Je me suis prononcé sur la transaction. J'ai dit que ça faisait pas de sens. Puis là, après ça, on apprend qu'en plus, il y a un choix de deuxième tour. J'en revenais pas. J'étais renversé, honnêtement. Moi, je pense deux choses. Dylan Cousins, c'est un joueur qui a beaucoup, beaucoup de hargne, ce qu'on appelle du grit. Quand ce sera en dehors de l'environnement des Sabres de Buffalo, qui honnêtement, ça a l'air pas évident de performer, et qu'il va voir aller Brady Tkachuk, je pense que ça va l'allumer. Et il va devenir encore plus intéressant et encore plus pertinent, cette formation-là. Moi, j'y crois beaucoup à Dylan Cousins. J'aurais aimé qu'il atterrisse à Montréal. On y revient dans une seconde. Mais comment tu as perçu, Marky, le capitaine Tkachuk, en point de presse, hyper émotif, parler à propos de Josh Norris? Est-ce que ça ne peut pas avoir des conséquences de fracasser un peu le vestiaire des Sénateurs? Moi, je pense que ça va avoir un gros impact. Puis, sais-tu quoi, des autres, je vais te faire une prédiction un petit peu audacieuse, mais je me demande si Brady Tkachuk ne sera pas échangé cet été par les Sénateurs. Tu sais, c'est parce que tu décortiques qu'est-ce qui s'est passé dans les dernières semaines. Souviens-toi, là, le contexte politique, l'hymne national américain qui est hué, Brady Tkachuk qui est un fier Américain. Clairement, on l'a vu récemment, ça le dérangeait de voir ça. Là, il y a eu la confrontation des 4 nations où il a dit lui-même qu'il a joué les matchs les plus importants de sa vie. Il était super émotif. Il a adoré jouer dans ce contexte-là. Donc, déjà, tu as ce scénario-là. Et là, tu échanges le meilleur ami ou presque de Brady Tkachuk, avec lequel il a joué avec l'équipe américaine des moins de 18 ans, avec lequel il a joué avec les Sénateurs. Et il l'a dit, c'était mon mentor, je me suis amené à Ottawa, on faisait tout ensemble. Il y avait les larmes aux yeux quand il a rencontré les journalistes aujourd'hui. Je trouve que ça, ce sont deux événements qui en disent long. Déjà qu'on pouvait se poser des questions comme quoi Brady Tkachuk pouvait peut-être partir déjà avec le contexte politique. Là, déjà, d'échanger son meilleur ami, moi, je suis Brady Tkachuk, je commence à me dire, justement, je réclame une transaction, puis je m'en vais. Surtout qu'Ottawa, tu sais, moi, personnellement, j'adore la ville d'Ottawa, mais tu sais, peut-être qu'il y a plus intérêt à se retrouver en Floride ou des endroits comme ça aux États-Unis. Donc, j'ai le goût de penser que ça augure mal avec le capitaine un petit peu, puis c'est comme si Steve Staios, peut-être qu'il le sait aussi. Fait que ça veut dire que c'est primordial pour les Sénateurs de faire les séries éliminatoires. Si tu veux changer cette attitude-là, puis tu veux convaincre le joueur qu'on va dans la bonne direction, parce que de tout ce que tu as dit, Marty, tu as 100% raison, je pense qu'on peut ajouter la frustration de sous-performer saison après saison, là, et de ne pas être capable. Brady Tkachuk n'a jamais joué en série. Ça doit être tannant, là. Lui, il veut, son frère vient de gagner la Coupe Stanley, il veut goûter à des matchs de série, et Dieu sait qu'il serait bon. Fait que ça, c'est intéressant quand même pour les Sénateurs. Peut-être que là, ça devient encore plus une priorité d'être capable de se qualifier pour la danse printanière. Mais moi, je pense sincèrement qu'avec Dylan Cousins, on s'est amélioré. Tu sais, on regarde, on y reviendra, là, mais les différentes formations dans la course aux séries dans l'Est, les Sénateurs ont pris une longueur d'avance sur les autres parce qu'ils ont vraiment fait des manœuvres intéressantes. Là où est-ce que je veux t'amener, Marty, c'est le Canadien est intéressé à Dylan Cousins. Je le sais que le Canadien n'a pas de Josh Norris à proposer en retour, puis probablement que Kevin Adams, c'est ce qu'il recherchait, un centre équivalent. Mais qu'est-ce que Kent Hughes aurait pu proposer pour mettre la main sur Dylan Cousins? On peut enlever le deuxième choix. On n'en a pas besoin du deuxième choix. Qu'est-ce que ça aurait pris? Jacob Bernard-Docker puis Josh Norris. On peut penser à un gars comme Logan Mailloux dans la transaction. On peut penser à des Oliver Kapanen, à des Owen Beck, à des Alex Newhook à la limite. Puis à la limite, on peut rajouter des choix. Est-ce que le Canadien aurait pu faire cette transaction-là? Je trouve que c'est compliqué, malheureusement. Tu l'as un peu mentionné, on échange un deuxième joueur de centre contre un autre deuxième joueur de centre. Puis ça, c'était clair. J'ai vu un peu les informations après la transaction. Clairement, on voulait un joueur établi en échange de Dylan Cousins. Là, si tu regardes l'organigramme des Canadiens de Montréal, tu aurais peut-être pu dire qu'on va échanger un Michael Age, mais ce ne sont pas des joueurs établis. Donc ça ne compte pas. Logan Mailloux aurait peut-être pu s'amener. C'est sûr que c'est un gars intéressant, mais c'est un peu plus en défense. C'est pas nécessairement au centre. Là, où je t'amène, c'est que pratiquement le seul candidat, et tu vas me comprendre, là, le seul candidat, ça aurait peut-être été Kirby Dach. Mais là, Kirby Dach, premièrement, est blessé. Ouais. Deuxièmement, sa valeur a baissé parce qu'il s'est blessé au même genou qu'il y a quelques années. Je suis pas mal sûr que sa valeur a baissé pas mal. Donc, tu sais, pour les Canadiens de Montréal, c'est sûr que ça a du sens. Supposons que tu dis j'échange Kirby Dach et Logan Mailloux.
Puis là, tu regardes ça un peu valeur pour valeur. Ah, peut-être que ça aurait du sens, mais tu regardes du côté de Kevin Adams, tu te dis qui je préfère entre Josh Norris, qui a des antécédents de blessure, mais c'est une épaule, c'est peut-être un peu moins grave, et au moins il joue quand même plus de matchs que Kirby Dach, ou Kirby Dach, justement. Ben, je pense que c'est là un peu que tu as ta réponse un petit peu. Puis là, si tu n'échanges pas un Kirby Dach, puis là, je vais te dire une option qui n'est même pas envisageable. La seule option, ça aurait été Nick Suzuki, mais là, on s'entend que les Canadiens n'échangeront pas Nick Suzuki. Donc, alors, je sais, ça explique pourquoi c'est un peu impossible. Peut-être que si Dak est en santé, peut-être qu'on a un scénario différent. Parce que là, si, tu peux peut-être rajouter à coup d'Adam Engstrom, puis à coup de Vincent Schroeder, puis à coup de Tyler Thorpe, puis à coup de, jusqu'à temps de satisfaire ton homologue. Mais je comprends qu'à la base, le Canadien n'avait pas de Josh Norris à offrir. Ça, je suis capable de le comprendre. J'ai sorti les stats de Josh Norris, à quel point il a de la difficulté à rester en santé, Marty. Au cours des 4 dernières saisons, il a manqué 26, 16, 74 et 32 matchs. Et Norris a un contrat de 7,95 millions jusqu'en 2030, tandis que Cousins, lui aussi, 2030, mais à 7,1 millions. Donc, ça vous donne quand même un portrait de cette transaction-là qui va redéfinir la division Atlantique. Autre transaction intéressante, honnêtement, de Steve Staios. Fabian Zetterlund, Tristan Robbins et un 4e choix contre Noah Gregor, Zach Ostapchuk et un 2e. Meilleur joueur du deal, c'est Zetterlund. C'est un joueur qui va bien cadrer avec les Sénateurs. Puis, honnêtement, jamais été un grand fan de Gregor et d'Ostapchuk. Moi, je trouve que du côté de Steve Staios, on va chercher un marqueur qui, à mon sens, devait cadrer dans la reconstruction des Sharks de San Jose. On devait, sans dire qu'on bâtissait autour de lui. C'est un bon complément à avoir. Il a du bon potentiel. Il n'a seulement que 25 ans. C'est pas de la difficulté à suivre Mike Greer sur celle-là, Marty. Ouais, puis j'ai vu un petit peu les échos du côté de San Jose. On ne la comprend pas trop non plus. Je sais qu'il y a une source qui a parlé à un journaliste attitré à la couverture des Sharks, puis il a dit un peu, je la comprends pas. Donc, tu sais, ça donne un peu une allure un petit peu. Tu sais, du côté des Sénateurs, tu sais, quand je parlais que Steve Staios a amélioré son équipe sans trop donner, tu regardes cette transaction-là, oui, il donne Zach Ostapchuk, qui, moi, selon moi, est un excellent joueur de 4e trio, il est robuste, c'est pas un grand joueur au niveau offensif, mais c'est ça, il est capable d'amener quand même une touche défensive et de robustesse. Noah Gregor, c'est un gars de 4e trio essentiellement. Oui, tu donnes un choix de 2e tour, mais tu en as obtenu un dans la transaction d'Ellen Cousins. Donc, pas que ça s'annule parce que c'est un choix de 2025 que tu donnes et tu reçois un choix de 2026. Ça, en passant, ça donne une orientation pour le repêchage de cette année. Puis par la suite, mais tu obtiens quand même, je te dis pas que Christian Robbins va devenir un gars incroyable, mais c'est à peu près un gars qui peut devenir essentiellement un gars de 3e, 4e trio. Donc je pense que ça s'annule avec Ostapchuk. Et là, d'obtenir Fabian Zetterlund pour, au final, pas un prix très, très élevé, c'est un gars que tu vas pouvoir ramener au sein de ton premier ou de ton 2e trio. Tu solidifies ton top 6. Je pense que c'est pas mal mieux que certaines autres options. Tu sais, David Perron, c'est moins évident. Je pense que ça te permet d'avoir une valeur un peu plus sûre en Zetterlund. Puis là, justement, tu as vraiment 2 gars qui sont capables d'aller un peu plus au filet, qui ont plus de côté agressif et tout ça. Je dis, là, pour la dimension des Sénateurs, puis c'est assez évident, là, Travis Green, c'est un entraîneur qui aime beaucoup avoir de la robustesse, qui aime frapper. Ça, clairement, là, aujourd'hui, les Sénateurs sont pas mal meilleurs à ce niveau-là. Oui, je suis d'accord avec toi, Marty. Ils font partie des bons coups de la journée, les Sénateurs d'Ottawa. Inscrivez-vous sur ubet.io avec le code RADAR et profitez d'un match de dépôt à 100% sur votre premier dépôt. Jusqu'à 100 $ canadiens, inscrivez-vous sur ubet.io. L'autre transaction que j'ai bien aimée, on ne l'a pas encore couvert, mais elle est survenue hier soir. C'est du côté du Colorado. Brock Nelson plus William Dufour contre Callum Ritchie. Un premier choix et un 3e choix. Mais ce n'est pas parce que je l'aime du point de vue du Colorado. Je l'aime du point de vue des Islanders, Marty. Je trouve vraiment qu'on va chercher le maximum pour Brock Nelson. Pendant un instant, je craignais qu'on allait le re-signer. Finalement, on a fait un peu une erreur similaire là, avec Kyle Palmieri, mais là, on ne peut pas trop demander à Lou Lamoriello. Mais quand même, pour ce qui est de Brock Nelson, on va chercher vraiment un retour intéressant. Commençons avec Nelson. Qu'est-ce qu'il peut apporter au Colorado? Est-il capable de jouer avec le rythme des Nathan McKinnon, des Kyle McCarr, etc.? C'est clair qu'il entre vraiment dans une identité du côté de l'Avalanche. On voulait s'améliorer la position de joueur de centre. On a Charlie Cole qu'on a acquis dans une autre transaction qui, lui, peut-être un peu plus rapide, peut-être un peu plus physique, n'a peut-être pas
la prestance, n'a pas l'expérience d'un Brock Nelson, quoi qu'il est peut-être légèrement plus jeune, mais je pense que c'est simplement que ça solidifie. Tu sais, quand on parle des confrontations, si tu affrontes les Stars de Dallas, par exemple, et que là, plutôt que d'avoir Brock Nelson, tu as, par exemple, Jack Drury, qui est pas mal plus jeune, qui est pas mal moins prêt, et là, tu dois affronter Matt Duchene chez les Stars. Tu dois affronter... disons, Ryan Hartman chez le Wild du Minnesota. Tu dois affronter Adam Lowry du côté des Jets de Winnipeg. Tu sais, ça commence à être difficile. Là, au moins, avec Brock Nelson et Charlie Coyle, tu as deux excellents joueurs de centre. Là, plutôt que d'être désavantagé, tu es avantagé. Je pense que Nelson et Cole, c'est un avantage par rapport à Hartman qui, en passant, peut être suspendu n'importe quand. mais c'est ça. Je pense que vraiment, ça aide beaucoup. Et le fait d'avoir deux gars super complets dans les deux sens de la patinoire, oui, tu as peut-être des joueurs. Moi, j'aurais aimé que l'Avalanche ajoute un autre attaquant. Là, je trouve que Yoel Kiviranta, c'est un peu faible sur le troisième trio. Mais au moins, tu as quelqu'un qui va faire le travail défensif. Et là, par la suite, tu peux placer des gars offensifs qui, eux, vont avoir pas mal plus la tête à aller produire, à marquer, à passer. Je pense que là-dessus, au moins, là, tu t'en vas te chercher. Tu as vraiment une grosse... ton premier, deuxième et troisième joueur de centre, tu as vraiment des gars qui sont capables de tout faire. Puis je pense que du côté de Chris McFarland, c'était ça le plan du côté de l'Avalanche. Oui, clairement. Puis écoute, ils ont payé pour avoir leur joueur. C'était la thématique de cette saison. Si tu veux avoir ton joueur, tu payes. Ça a coûté notamment Callum Ritchie, un ancien choix de premier tour de l'Avalanche du Colorado. Pour les gens qui ne le savent pas, Marty, tu suis les espoirs à l'année dans notre podcast La Relève, puis tu es un spécialiste de ça. T'sais, de la première ronde à la 7e ronde, tu es vraiment un crinqué. Qu'est-ce que tu pourrais nous dire sur Callum Ritchie rapidement? Qu'est-ce qu'on est allé chercher du côté des Islanders? Premièrement, Callum Ritchie a joué dans la LNH avec l'Avalanche au début de la saison, a marqué un but. D'ailleurs, c'est un peu anodin, il m'avait marqué contre les Islanders. Mais Callum Ritchie, moi c'est un gars que j'ai toujours adoré. Je l'avais 19e de ma liste du repêchage 2023. Puis honnêtement, j'aurais pu le placer plus haut, mais il y a eu une blessure cette année-là. Il a joué au complet. Il a traîné cette blessure-là, il avait amené des doutes, mais on n'était pas sûr. Callum Ritchie, dans le fond, c'est quelqu'un qui est capable de brasser, c'est quelqu'un qui est bon défensivement. Donc, tu sais, quand tu parles du style physique, tu parles d'un gars qui est capable de bien défendre, il est là. Et c'est peut-être pas un grand marqueur, c'est surtout quelqu'un qui est une excellente vision de jeu, mais une excellente vision de jeu. Quelqu'un, là, vraiment, qui va rendre tout le monde meilleur autour de lui. Il va connaître un très beau parcours en ce moment avec les Generals d'Oshawa. C'est une équipe qui pourrait se rendre à la Coupe Memorial. Donc, ça, au niveau de l'expérience, ça va l'aider un peu. Honnêtement, Callum Ritchie, puis tu sais, les Islanders n'ont pas une grande profondeur chez les espoirs. Moi, je pense que dès l'an prochain, je te dirais au minimum, c'est un centre de troisième trio. Je pense qu'il n'y a pas besoin de jouer dans la Ligue américaine. Et je pourrais peut-être même dire deuxième trio. Tu places Bo Horvat sur le premier. Et là, par la suite, tu as le choix entre probablement Jean-Gabriel Pajot. Tu pourrais très bien me convaincre de dire, je pense que Callum Ritchie va être meilleur que Pajot ou l'inverse, mais je pense qu'il va être très utile aux Islanders rapidement. Oui, il va être intéressant. C'est vraiment une belle prise, honnêtement, pour les Islanders de New York. Une prise qui a été faite notamment en provenance du Colorado. Le Colorado a fait une autre transaction, Marty, pas nécessairement, en tout respect pour le joueur, mais pas nécessairement pour le défenseur qu'il est maintenant, Erik Johnson, mais je pense pour l'humain, pour l'histoire. C'est quand même spécial. Erik Johnson a joué avec le Colorado de 2010 à 2023. Il a gagné la Coupe Stanley. Est-ce qu'on le fait vraiment parce qu'on a besoin en défensive ou on le fait aussi parce qu'on veut le vestiaire, l'ambiance, les joueurs, la camaraderie? Évidemment, c'est sûr qu'on va le faire jouer. C'est pas ça que je veux dire. Là. Mais je pense quand même qu'il y a cet élément-là qui est à prendre en considération. Ouais, je pense que c'est un peu ça. Je pense que c'est quelqu'un qui connaît le vestiaire. C'est un peu une belle histoire. C'est de dire, écoute, si on peut gagner la Coupe Stanley, on va en faire gagner une deuxième à Erik Johnson. Ça c'est quand même bien. Mais tu sais, la vérité aussi, c'est qu'Erik Johnson, je l'ai adoré. Ça a été l'un des excellents défenseurs défensifs dans la LNH pendant une bonne quinzaine d'années. Mais là, la vérité, c'est qu'il n'avance plus. Même lorsqu'il était avec les Sabres de Buffalo, c'était pénible. On pensait qu'il allait jouer sur une troisième paire. Il avait perdu son poste parce qu'il était tout simplement pas capable de suivre le rythme. Et je viens de te le parler des Sabres de Buffalo, c'était pas les Panthers. Là. Avait été changé aux Flyers. C'était compliqué là également. Par contre, c'est de la profondeur. C'est sûr que si à un moment donné, c'est plus difficile pour un Keaton Middleton, par exemple, ou un Sam Malinski, les autres gars de profondeur, là, au moins, Johnson a l'avantage de l'expérience que les deux autres n'ont peut-être pas. Puis en série, souvent, la vitesse, ça ralentit un peu.
Donc, peut-être que ça peut aider Johnson. Le fait qu'il ait plus d'expérience, qu'il bloque des tirs, pas le coup de patin, mais c'est pas grave. Ça ralentit un petit peu lorsque tu débarques en finale d'association. Puis ben, ça a simplement coûté Giovanni Smith. Donc ça, je pense que c'est pas... au niveau du prix, c'était abordable aussi. Oui, exact. Puis ce serait toute une histoire, honnêtement, s'ils sont capables de faire un autre bon bout de chemin en séries éliminatoires. Quand on vous disait que le marché est un peu fou cette année, à l'avantage clairement des vendeurs, on en a un bon exemple, je pense, dans la transaction Anthony Beauvillier, qui va chercher un choix de deuxième tour. Les Capitals ont payé vraiment les Pingouins le gros prix. Puis si on regarde récemment Anthony Beauvillier, 2 fois, il a été transigé pour un choix de 5e tour. Fait que ça te donne juste une idée cette année que les vendeurs avaient le gros bout du bâton et parallèlement à ça, le repêchage est un peu plus faible. Je pense que c'est une combinaison des deux, Marty. Ouais, vraiment. Mais tu sais, je sais pas pourquoi on a ciblé Anthony Beauvillier. Je comprends que ça se passait mieux avec les Penguins de Pittsburgh. Il a eu quelques matchs aux côtés de Sidney Crosby, puis ça s'était bien passé. Donc, c'est sûr que c'est de la profondeur et tout ça. Est-ce qu'on aurait pu cibler un autre joueur? Je vois des options à gauche et à droite. Je te dis pas qu'il est meilleur, mais dans la même équipe, un Cody Glass a coûté un choix de 3e tour et un espoir dans une autre formation. Il y aurait peut-être eu moyen d'aller chercher une autre option. Cela dit, tu regardes les Capitals de Washington, qui en ce moment sont parmi les 2 meilleures équipes de la LNH au complet, sont en tête de la section métropolitaine, ça va bien. Tu regardes, ça semble mince. Tu dis, bon, ils ont simplement acquis un Anthony Beauvillier. De l'autre côté, tu regardes un peu leur formation. Qu'est-ce qu'on aurait pu ajouter de plus? Peut-être un 3e joueur de centre. Tu as Nick Dowd sur le 3e trio, tu as Larcellaire sur le 4e. C'est pas si désastreux que ça, mais pour le reste, ça se tient quand même. Alexei Protas va bien. Connor McMichael, Andrew Mangiapane, tout va quand même bien là-dedans. Tu as une belle histoire là-bas, Ethan Frank, qui est un petit attaquant de 5 pieds 7 pouces qui va hyper rapide, mais oui. Exact, qui est super rapide, qui est un bon joueur de la Ligue américaine avant de s'amener avec les Caps. Puis leur défense, c'est probablement une des meilleures brigades de la LNH. On a 2 bons gardiens de but, Logan Thompson et Charlie Lindgren. Donc, tu sais, c'est sûr que ça semble mince, mais en même temps, je pense qu'on a fait le pari du côté de Chris Patrick et des Capitals de se dire on est à l'aise avec notre groupe, tout est parfait, puis allons-y avec ça, puis on va espérer qu'Alexander Ovechkin batte le record de Wayne Gretzky avant la fin de la saison. Oui, effectivement. Mais tu sais, Marty, si on prend juste un instant et qu'on revient il y a quelques mois à peine, parce que là, si on est dans le présent, on se dit, c'est tout ce qu'ils ont fait comme mouvement. Ouais, mais revenons en arrière. Chris Patrick a fait Pierre-Luc Dubois, Jacob Chychrun, Taylor Radish, Andrew Mangiapane, Larcellaire, Matt Roy, Brendan Duhem. Il y en a eu du mouvement du côté des Capitals de Washington. Ça l'a bougé pas mal dans les derniers mois. Donc, je pense que c'est une bonne affaire de ne pas trop venir chambarder le vestiaire parce que trop, c'est comme pas assez. Lorsque tu fais trop de mouvements à la date limite, la chimie n'a pas le temps de s'installer, tu n'es pas plus avancé. Et une autre addition, je pense, qui va arriver avec les Capitals dans les prochaines semaines, quand Ryan Leonard va terminer sa saison avec Boston College, d'après moi, Marty va faire comme Cale Makar il y a quelques années, et ça va être directement avec le grand club pour venir contribuer à l'effort de guerre. Ça, c'est un excellent point. T'sais. Ça, il faut considérer ça également. Puis, je vais donner un autre exemple. Le Wild du Minnesota qui a fait une transaction hier par rapport à échanger Jakub Lauko, Marat Ousnudinov contre Justin Brazeau. Même moi, j'ai tombé un peu à la renverse, mais une raison, semble-t-il, c'est qu'on veut se garder de l'espace sur la masse salariale pour ajouter Ziv Boyum lorsque sa saison va finir. Ryan Leonard, c'est la même chose. Ça me fait penser à il y a une dizaine d'années environ, lorsque Chris Strider avait terminé son parcours dans la NCAA, s'est amené avec les Rangers immédiatement et avait été super bon en série. C'est un peu la même chose. Ryan Leonard, il débarque, là, puis j'ai parlé d'Ethan Frank, de Brendan Duhem sur le 3e trio. Tu peux l'insérer là immédiatement. Ça va être un leader, ça va être quelqu'un qui amène un coup de patin, qui va être intense, qui n'aura pas peur d'aller au filet, qui va déjà avoir un style de séries éliminatoires. Puis si ça va encore mieux, tu sais jamais, peut-être qu'il peut se retrouver sur le premier trio immédiatement, sans ajouter, sans payer quelque chose. C'est un joueur de premier plan qui vient s'ajouter à tout ça. Ça, c'est un méchant bon point. Puis parfois, ce sont des acquisitions plus payantes que simplement acquérir un joueur de 32 ans que tu ne sais pas qu'est-ce que ça va donner. Tu sais. Ouais. Ah oui, ça, je te rejoins là-dessus, Marty. Avec l'application League2Go, vous n'avez plus besoin de vous soucier des remplaçants ou encore de courir après votre argent. Concentrez-vous sur le jeu et League2Go va s'occuper du reste. Bon, les Pingouins ont échangé Anthony Beauvillier. Ils ont aussi échangé Luke Schenn,
qui avait fait l'acquisition il n'y a pas si longtemps dans une autre transaction qu'on n'a pas eu le temps d'aborder parce qu'elle est survenue après notre podcast, mais ça avait fait sourciller bien les gens. Moi, le premier, une transaction entre deux vendeurs. Luke Schenn était dans les joueurs intéressants sur le marché. C'est les Pingouins qui vont le chercher chez les Preds. Et là, finalement, on le reflippe aujourd'hui contre un prix intéressant. Un choix de 2e tour et de 4e tour avec les Jets de Winnipeg. J'ai bien aimé quand même Marty. Je sais qu'on aime ça lui casser du sucre sur le dos, là, mais j'ai bien aimé la gestion des effectifs de Kyle Dubas dans ce coup-là. Je pense que c'est quand même brillant d'avoir fait cette manœuvre-là avec Luke Schenn. Ouais, puis ça mérite quand même de se poser des questions par rapport à Barry Trotz. Parce que, tu sais, Barry Trotz aurait pu simplement attendre un petit peu. Puis je sais pas comment tu l'as vu, là. Moi, aussitôt que j'ai vu la transaction Luke Schenn avec les Jets, je me suis dit, David Savard reste à Montréal. C'est garanti. Il y avait énormément de rumeurs. On disait que c'était la priorité numéro 1. Puis quand j'ai vu qu'on s'est rebattu sur Luke Schenn, je me suis dit, bon, ben finalement, d'après moi, Kent Hughes a dit à tout le monde, je garde David Savard. Il est parfait avec notre équipe. Mais considérant tout ça. Parce que Marty, les rapports qu'on disait, les Jets cherchaient un défenseur droitier, physique, capable de jouer en piqué et qui bloque des lancers. Je veux dire, est-ce que je viens de décrire David Savard? Là? Ouais, c'est ça. Ça en dit quand même assez long. Mais dans le cas de Barry Trotz, puis tu sais, c'est là que parfois tu peux te poser des questions. Un entraîneur-chef qui n'a pas nécessairement d'expérience à gérer du personnel, à analyser des joueurs nécessairement. Oui, tu es très bon pour avoir une chimie d'équipe, ça a été un entraîneur-chef formidable, mais est-ce que tu es capable vraiment de bâtir une équipe en étant au deuxième étage? Je te dirais la gestion de Luke Schenn. Pourquoi tu l'échanges aux Pingouins et que là, 3 jours plus tard, ils obtiennent un choix de 2 et de 4e tour? Pourquoi tu ne l'as pas tout simplement gardé et toi-même l'avoir échangé? D'avoir pu comprendre que justement, les Jets sont peut-être à la recherche d'un défenseur comme ça. Peut-être que tu peux attendre un petit peu. Peut-être qu'à parler avec Kent Hughes, tu vas le savoir que David Savard n'est pas aussi disponible que ça. Tu sais, je pense que ça devient le devoir du directeur général de prendre tes informations, d'être en mesure de savoir partout à travers la ligue. Puis il n'y a rien qui empêcherait, par exemple, là, petite passe par la bande à Pierre Lebrun. Il n'y a rien qui t'empêche à parler à Pierre Lebrun. Qu'est-ce que tu sais? Qu'est-ce que tu as entendu? Puis son travail, c'est d'informer les gens. Donc, il va te le dire. Tu sais. Donc, tu sais, à un moment donné, je pense que là-dessus, Barry Trotz, il a peut-être échappé, mais de l'autre côté, tu l'as bien mentionné, Kyle Dubas, au moins, il a fait un très bon travail. Il a été en mesure de liquider certains joueurs qui étaient peut-être un peu moins désirables avec les Pingouins. Tu ajoutes quand même certains morceaux sans dire que ça va tout changer chez les Pingouins non plus. Mais c'est quand même un début, tu sais. Schenn a 35 ans, dans une équipe structurante comme les Jets de Winnipeg, va-t-il être capable, Marty, dans un rôle limité, là, on s'entend, c'est pas Josh Morrissey, là, va-t-il être capable d'être efficace? Mais je pense que c'est la clé avec Luke Schenn. Il est plus vieillissant, mais c'est pas grave parce que t'as pas à lui demander d'accomplir la grosse besogne. Il va jouer essentiellement sur la 3e paire. Tu as Dylan DeMello qui va super bien sur la première. Fait que ça, il n'y a pas de problème. Et tu as Neil Pionk à droite sur la 2e paire qui forme une unité super intéressante avec, selon moi, l'un des défenseurs les plus sous-estimés de la LNH, Dylan Samberg, là, 6 pieds 4 pouces, physique, pas beaucoup d'attaque, mais super bon défensivement, bloque des tirs, il est dur à affronter. Puis moi, c'est le message que je trouve qu'on envoie à la LNH du côté des Jets. Premièrement, tu sais que Kevin Cheveldayoff, depuis qu'il est directeur général, a toujours priorisé la stabilité. Puis ça n'a pas changé. Là, puis je pourrais même te dire à l'attaque, on y reviendra, mais pas beaucoup de changements. Mais là, je pense que ce qui envoie comme message, c'est qu'il y a des défenseurs, mais des défenseurs durs à affronter. Morrissey amène le côté offensif, mais sinon, DeMello est capable de bloquer des tirs défensivement. Tu as Logan Stanley qui, lui, est dans les gradins, mais qui est capable de jouer robuste. Et là, tu ajoutes un Luke Schenn à des Dylan Samberg et tout ça. Ça va jouer dans le coin à Winnipeg, disons. Là, Marty, c'est une évidence, mais je vais te la poser quand même. Tu l'as dit, clairement, il est intéressé à David Savard. Est-ce que tu penses que c'était un retour similaire qu'on avait sur la table du côté de Kent Hughes, un choix de 2e et un choix de 4e tour? Est-ce que ça aurait même peut-être pu être mieux si c'était la priorité des Jets, que c'était le candidat numéro 1 sur leur liste? Moi, je pense qu'elle devrait ressembler un peu à ça. C'était peut-être équivalent un peu à ce que les Devils ont payé pour Brian Dumoulin. Un choix de 2e tour et un espoir qui a été pris au 3e tour. Peut-être un peu la même chose. Donc, moi, j'aurais le goût de dire que c'était ça. Mais là, encore une fois, à un moment donné, tout s'annule parce qu'on décide
de faire confiance aux joueurs et de les récompenser. Ouais, je suis pas mal sûr que c'était ça le prix. Tu sais. Ouais, bon, OK. Voilà, c'est réglé. Voilà pour la transaction. Luke Shen, c'est pas le seul manœuvre que les Jets ont fait. Ils ont aussi été chercher Brendan Tanev contre un choix de deuxième tour. Les choix de deuxième tour sont à la mode cette année. Du côté du Kraken de Seattle. Un autre joueur qui vient avec son bagage d'expérience, qui a un peu ralenti. Est-ce que c'est Tanev qui a ralenti ou on dirait qu'il a peut-être moins le feu? Tu sais, le Kraken allait tellement de nulle part. J'ai hâte de le voir dans un contexte différent, dans une équipe qui peut réellement gagner des matchs. Si ça ne va pas réallumer quelque chose en dedans de Tanev, on ne va pas revoir le joueur efficace de séries éliminatoires. Ouais, mais je pense que c'est la question un petit peu. Évidemment, il commence à être vieillissant. C'est quand même un joueur de 33 ans. C'est pas le, ça peut être un gars rapide, mais là, peut-être que ça ralentit un petit peu. Mais tu as raison. Il a été très bon lorsque le Kraken s'est rendu en série, que ça avait été impressionnant. Puis les deux dernières campagnes sont plus difficiles dans son cas. On va lui donner le mérite, mais du côté des Jets, encore une fois, tu n'as pas à lui demander d'accomplir un très grand rôle. Tu veux simplement l'ajouter comme gars de 3 ou de 4e trio qui est robuste, qui est un excellent leader dans le vestiaire, qui va aider les Jets. Puis moi, j'ai trouvé ça drôle parce que lorsque je préparais mes notes sur les Jets, ça donne une idée de qu'est-ce qu'on voit un peu durant la saison avec cette équipe-là. Puis tu sais, petite anecdote, tu sais qu'on fait souvent des épisodes spéciaux sur le repêchage où on a fait des chroniques à BPM Sport sur les avant-goûts du début de saison. Et j'ai souvent un fichier que je vais mettre à jour à tous les 4 ou 5 mois avec mes formations. J'ai toutes les formations de toutes les équipes où je place les noms, puis quand je fais des modifications, là, parfois, les équipes, je les change complètement. Il y a 5 ou 6 noms qui ont changé, il y a des blessures, il y a des joueurs qui ont progressé, toutes sortes de choses. Et les Jets, j'ai été renversé lorsque j'ai préparé mes notes il y a quelques jours. Sais-tu combien il y a de joueurs dans ma formation que j'avais au mois de septembre? Puis je ne parle pas simplement de la même formation, je te parle même des joueurs selon les trios. Combien il y a de joueurs qui ont changé de place dans mon document? Il y en a 0. C'était les mêmes trios, les mêmes joueurs aux mêmes places. Donc là, tu ajoutes Tanev, lui va simplement s'ajouter à tout ça. On risque de le placer au sein d'un 4e trio. Donc, tu sais, je pense que ça... Donc là, clairement, c'est stabilité. On ne change pas grand-chose. On a encore notre choix de premier tour. Puis on se dit, ben on y va avec ça. Ouais, puis moi, je crois beaucoup en Brendan Tanev. Là. À 33 ans, il n'est pas fini. Moi, dans un rôle limité, je pense qu'il peut remplir de bons services. On a décidé d'y aller avec un pari chez les Kings de Los Angeles. On a été chez les Flyers de Philadelphie. On a fait l'acquisition d'Andrei Kuzmenko, qui avait bougé préalablement plus tôt cette saison. Les Flyers retiennent 50% du salaire. Je trouve ça intéressant quand même parce que les Kings, c'est une formation qui compte sur beaucoup d'attaquants efficaces sur 200 pieds. Mais on dirait qu'il leur manque un petit peu d'attaquant pur, qui est capable de marquer des buts, qui a un flair pour le filet. Est-ce qu'Andrei Kuzmenko peut retrouver sa touche de marqueur, lui qui a un peu le mot inconstant écrit dans le front, Marty? Est-ce qu'il peut retrouver cet élément-là avec les Kings? Mais c'est drôle que tu parles de talent pur parce que tu sais, Kuzmenko, il a des bonnes mains, c'est pas ça que je veux dire, mais c'est quelqu'un qui se démarque beaucoup autour du filet. C'est quelqu'un qui va être bon, par exemple, pour se cacher derrière le filet. Puis là, ben, il va revenir devant le gardien de but, il va aller marquer des retours de lancer. Je pense que ce qu'on oublie un petit peu, c'est que lorsqu'il était avec les Flames de Calgary, et les Canucks de Vancouver plutôt, on dirait que c'était facile pour lui. Ça l'aidait beaucoup son style dès la première saison. Par la suite, ça s'est perdu peut-être un petit peu. Donc, c'est pas nécessairement... Donc, oui, il y a du talent et tout ça. C'est peut-être pas le gars avec le plus de... c'est pas un genre de Victor Arvidsson, par exemple. Mais quand même, du côté des Kings, je pense qu'on avait besoin d'ajouter de la profondeur. On avait clairement besoin de quelqu'un au sein du top 9. Je pense que ça manquait peut-être un petit peu. Je vais être honnête avec toi, je suis un peu déçu de ce qu'on a fait chez les Kings. Tu sais, c'est une équipe qui peut quand même aspirer à aller loin, qui veut quand même tenter de battre les Golden Knights et les Oilers, qui n'ont pas eu peur de s'améliorer. Et là, tu te retrouves, après la date limite des transactions, j'aime bien Alex Laferrière, mais il se trouve au premier trio. Tu as un Warren Foegele sur un 3e. C'est un gars rapide, c'est un gars intense. Mais si tu compares aux Golden Knights qui ont ajouté un Riley Smith, que tu compares aux Oilers, qui, je sais qu'il est blessé, mais tu sais, que tu ajoutes un Trent Frederick, que tu ajoutes des éléments comme ça,
Je trouve que Rob Blake l'a un peu échappé là-dessus. Là. Je me serais attendu à ce qu'on soit peut-être un petit peu plus agressif et qu'on n'ajoute pas simplement un Andrei Kuzmenko. Oui, tu as raison, Marty. Puis je te rajouterais aussi Jake Wallman qu'on a ajouté du côté des Oilers d'Edmonton, qui est aussi une belle prise, à mon avis. Dans les derniers jours, Spencer Knight a trouvé son chemin jusqu'aux Blackhawks de Chicago dans la transaction Seth Jones. Bien donc qu'on avait un surplus de gardiens. Ben, on a échangé Peter Mrazek et Craig Smith du côté de Détroit en retour de l'ancien choix de premier tour, Joe Veleno. Je comprends la transaction pour les Hawks parce que, comme je viens de te le dire, on avait un surplus. Je ne comprends pas la transaction pour les Red Wings. Mrazek, depuis le 1er décembre, un des pires gardiens de la Ligue. En fait, si tu regardes en pourcentage d'efficacité depuis le 1er décembre, c'est 866. C'est le pire. Mm-hmm. Et tout ça, ça arrive avec une autre année de contrat l'année prochaine à 4,25 millions de dollars. Est-ce que Peter Mrazek est réellement un upgrade sur Cam Talbot ou Alex Lyon, Marty? Moi, je pense que l'endroit où Steve Yzerman c'est peut-être un peu fait avoir. On sentait le marché des gardiens de but n'était pas très élevé. Tu sais, il y a quelques jours, on parlait de Vitek Vanecek. Je ne sais pas si tu te souviens, j'avais dit que je le verrais avec les Red Wings. Mm-hmm. Je disais qu'il y avait un manque au niveau des gardiens de but. Ça demeure une certitude. Tu avais simplement Cam Talbot et Alex Lyon. Si tu veux participer aux séries éliminatoires, tu ne peux pas te diriger avec Alex Lyon et Cam Talbot contre les Sénateurs qui ont Linus Ullmark, contre les Blue Jackets qui ont Elvis Merzlikins et les Canadiens qui, je sais, vous allez rire un peu, mais qui ont Samuel Montembeault et Jakub Dobeš, c'est quand même mieux. Il y avait besoin d'une profondeur au niveau du poste de gardien de but. Mais du moment où les Panthers de la Floride vont chercher Vitek Vanecek, il n'y avait pas 50 options devant le filet. Malheureusement, c'était un peu ça. Et je pense que c'était pas mal urgent chez les Red Wings d'aller se chercher une option devant le filet. Donc là, tu ajoutes Peter Mrazek qui, tu l'as bien dit, sa valeur était à la baisse. C'était le 3e gardien de but des Blackhawks. Il ne jouait plus depuis qu'on avait acquis Knight et son taux d'efficacité, tu l'as bien mentionné, était atroce depuis le mois de décembre. Là, tu peux le voir, le maire à moitié plein, par contre. Il a été très bon la saison dernière. C'est quelqu'un qui a été l'une des belles histoires chez les Blackhawks. Ça a eu un taux d'efficacité de 909. Tu te dis, est-ce qu'on peut le relancer à ce niveau-là? J'ai mes doutes parce qu'il a déjà joué à Détroit et ça ne s'était pas très bien terminé, Peter Mrazek. Ça, c'est un point. Puis, tu sais, l'autre chose, c'est qu'à quelque part, on démissionne, mais vraiment sur Joseph Veleno, tu sais, qui était quand même un choix de premier tour. Je comprends que son développement n'a peut-être pas super bien été géré. C'est devenu un gars pas mal plus défensif. Puis là, ben, je pense que ça explique pourquoi on rentre Craig Smith. C'est clairement pour le remplacer. Mm-hmm. Mais c'est sûr que c'est un geste pour le court terme, puis ça envoie comme message qu'on a complètement abandonné sur Veleno. Oui, puis je comprends que Craig Smith va donner un coup de main sur le bottom six des Wings. Là, tout ça, ça va. Là, je comprends ce bout-là de l'histoire, mais je me mets à la place des Blackhawks. Hey, tu réussis à sortir un sacré boulet, là. 4,25 millions encore l'année prochaine, et tu mets la main sur un choix de premier tour que jamais vraiment éclos, que tu dis, bah écoute, je vais prendre une chance, si ça fonctionne, tant mieux, si ça ne fonctionne pas, tant pis. Moi, en tout cas, j'aurais fait ça de haut la main avec Carl Davidson. Je pense que là-dessus, Steve Yzerman, un peu moins... je la comprends un peu moins. On va dire ça comme ça, Marty. Parlant de choix de premier tour qui n'a pas éclos, Cody Glass, l'ancien premier choix de l'histoire des Golden Knights de Vegas, a été échangé aujourd'hui. Il s'en va aux Devils New Jersey avec John Gruden et en retour, on donne Chase Tillman, Max Graham et un 3e choix aux Penguins de Pittsburgh. Une autre transaction de Carl Dubas. Chase Tillman aussi, c'est un choix de premier tour des Devils. Comment déboussailler cette transaction-là, Marty? Comment tu analyses la situation? Moi, je te dirais que Tom Fitzgerald ne m'a pas énormément impressionné dans les derniers jours. Puis c'est pas pour rien que je dis les derniers jours. Cette transaction-là est quand même logique à quelque part. On n'avait pas vraiment de place sous la masse salariale. Je comprends qu'on avait Jack Hughes qui a été placé sur la liste des blessés à long terme. Là, on a confirmé la fin de la saison de Jonas Siegenthaler ne reviendra pas non plus. C'est sûr que ça nuit beaucoup aux Devils. Mais on n'avait pas une tonne de place pour ajouter des joueurs. Mais je pense que c'est dû au geste, justement, de Brian Dumoulin. Est-ce que Brian Dumoulin était si primordial que ça aux Devils? Brandon Dillon, à ce que je sache, n'est quand même pas un défenseur qui est mauvais sur une deuxième paire. Tu as quand même quelqu'un comme Luke Hughes qui est le meilleur défenseur avec Dougie Hamilton. Donc, tu sais, à un moment donné, je ne suis pas certain que c'était le meilleur geste. Je pense qu'on aurait été avantagé davantage d'ajouter un défenseur de profondeur. Là, tu aurais eu plus de place.
Et tu aurais pu attaquer le marché pour quelqu'un qui coûte un peu plus cher, un attaquant, un ailier, qui aurait simplement eu plus d'allure un petit peu. Là, avec Cody Glass, je comprends que c'est quelqu'un qui est capable de jouer au hockey. C'est un gros bonhomme qui a quand même des bonnes mains, mais c'est pas quelqu'un qui est toujours très constant. Et là, j'ai déjà mentionné à quel point je trouve qu'à l'aile, avec les Devils, il y a des gros questionnements à se poser. André Palat et Thomas Tatar, clairement, leurs meilleures années sont derrière eux. Est-ce que c'est vraiment Cody Glass qui va aider cette équipe-là? Je ne suis pas vraiment certain. Là. C'est là que je peux critiquer un peu la décision. Ben, honnêtement, je l'ai dit avant que tout ça arrive. Moi, du moment que Jack Hughes se blessait, je ne faisais plus rien si j'étais Tom Fitzgerald. Je disais, allez-y les boys, faites de votre mieux. Mais là, il me manque 2 défenseurs en Siegenthaler et Hamilton. Il me manque mon meilleur centre en Jack Hughes. J'ai passé une partie de la saison sans Markstrom. Je sais qu'il est revenu au jeu, mais quand même, les blessures ne nous ont pas lâchés. On est quand même en série. Essayez de faire les séries. Et je garde mes actifs, je garde mes munitions pour l'année prochaine. Parce que là, quand tu vas arriver l'année prochaine dans une situation similaire, tu n'auras plus ces cartouches-là, Marty. Tu n'auras plus ce choix de 3e tour-là ou encore le choix de 2e tour que tu as donné dans la transaction pour le défenseur. Fait que j'ai un petit peu de la difficulté. C'est comme si on vivait trop dans le moment présent du côté de Tom Fitzgerald. Je pense que ça, on l'a échappé un petit peu. Mais bon, ça, c'est ma façon de voir les choses. Hâte de voir si ça va payer ou non pour les Devils New Jersey. Une histoire qui était intéressante à surveiller aujourd'hui, c'était Ivan Provorov avec les Blue Jackets de Columbus. Tout le monde s'attendait au début de la saison que Provorov, en ce moment, soit échangé. Parce qu'on s'attendait à une saison de misère des Jackets et qu'il soit vendeur. Puis Provorov avait une énorme valeur. Les Jackets ont surpris tout le monde. Ils ont joué du gros hockey toute la saison avec ce qu'on connaît de l'histoire de Johnny Gaudreau, malheureusement, la tragédie. Et finalement, du côté de Don Waddell, on a décidé de ne pas transiger Ivan Provorov et on a même fait l'inverse, Marty. On s'est permis une petite acquisition, Luke Connin, contre un choix de 4e tour. Ouais, c'est intéressant ce que tu parles, justement, aux anecdotes et tout ça. Puis je regardais ce que Don Waddell a mentionné après la date limite. Il a mentionné, c'est un joueur dont on ne connaît pas l'identité, mais il y a un joueur qui lui a écrit par message texte hier. Lui a dit, écoute, notre équipe a été en mesure de se démarquer de cette façon-là. On n'a pas besoin de transactions. On n'a pas besoin nécessairement d'ajouter des joueurs, ou du moins pas quelqu'un de majeur. Donc, tu sais, Connin, je pense que c'est un gars de profondeur. C'est un gars que Dean Evason connaît. Dean Evason, lorsqu'il était entraîneur adjoint du Wild du Minnesota, a travaillé avec Luke Connin. Donc, ça, déjà, tu ajoutes quelqu'un qui connaît un peu plus le système d'Evason, connaît un peu plus la personne et tout ça. Ça, je pense que c'est très bien. Mais je pense que le point à noter là-dedans, un peu à la Kent Hughes, à quelque part, de se dire, notre équipe nous a amenés là. On est confiant avec nos vétérans. On est confiant avec nos gars d'intensité. On vient de donner un contrat de 6 ans à Mathieu Olivier pour aider un petit peu tout le monde. Je pense que c'est simplement de dire, ben écoute, au risque de perdre un Ivan Provorov pour rien, sais-tu quoi, ce genre de geste-là peut peut-être convaincre Provorov de rester, peut peut-être lui dire, finalement, je vais signer un contrat à long terme, je vais demeurer avec les Blue Jackets, je suis bien. Et de toute façon, tu as beaucoup de jeunes, tu as beaucoup d'espoir qui poussent, qui cognent à la porte. Donc, les meilleures années des Blue Jackets sont devant eux. C'est pas comme si c'est une équipe qui est en perdition. Puis ben là, je pense que simplement, je pense que c'est un message que tu envoies de John Waddell qui dit, ben écoute, on vous récompense un peu comme les Canadiens avec Kent Hughes. On vous récompense, vous avez mérité ce que vous avez obtenu. Puis je sais que Dean Evason, comme entraîneur, travaille beaucoup comme ça aussi. C'est beaucoup au mérite, c'est beaucoup à l'effort, c'est beaucoup à la ténacité. C'est quelqu'un qui est apprécié pour ses qualités de leader, là, même si c'est un entraîneur-chef. Il est apprécié pour ça. Et je pense que au final, les Blue Jackets, là, c'est ça. Tu l'as dit, c'est une belle histoire, puis ça va être intéressant à suivre. Puis honnêtement, je ne suis pas en train de dire qu'ils vont traverser un tour éliminatoire, mais je pense qu'ils vont donner du fil à retordre à une équipe en série. Je pense qu'on va perdre quand même, mais c'est une équipe qui peut fatiguer l'équipe qu'ils vont affronter. Tu sais. Ben, écoute, depuis que Boone Jenner est là, il joue du gros hockey. Zach Werenski a une saison phénoménale. C'est une formation qui, honnêtement, joue avec une énergie hors du commun. Puis si jamais le Canadien de Montréal se classe pas en séries éliminatoires, tu peux être sûr que moi, je vais me ranger derrière les Blue Jackets de Columbus. Je leur souhaite de faire les séries. Ce serait toute une histoire. Marty, on va terminer avec une petite dernière transaction un peu spéciale. Le contrat de Shea Weber a été échangé aujourd'hui, ainsi que Aku Ratti, Victor Soderstrom et un choix de 5e tour. Quand même spécial, autant de la renommée, mais il fait encore partie de l'actualité. Avec cette manœuvre-là, Utah se permet de libérer ainsi 7,8 millions de dollars et c'est Chicago là, qui va ramasser Victor Soderstrom.
veux-tu nous parler rapidement de Soderstrom? On va en reparler plus dans notre podcast ensemble là, la semaine prochaine, mais un court mot peut-être là, sur cet ancien choix intéressant là, de l'Arizona. Mais je pense que simplement, Soderstrom, il incarne un peu. J'ai bien aimé ce que Carl Davidson a quand même fait sans avoir fait des coups super éclatants. Oui, il a ajouté Spencer Knight un shot de premier tour contre Seth Jones, mais le fait d'avoir sorti Seth Jones de Chicago, alors que selon moi, avait l'un des pires contrats de la LNH. Donc ça, c'est premièrement. Deuxièmement, on en a parlé tout à l'heure, Peter Mrazek, une situation qui était épouvantable. Il était le 3e gardien de but. C'est un gars que tu aurais pu échanger à perte. Tu es quand même capable d'obtenir un ancien shot de premier tour qui va peut-être devenir un 3e ou un 4e joueur de centre dans ton équipe. Ce ne sera pas une vedette, Joseph Veleno, mais ça va aider. Et là, cette transaction-là, oui, tu obtiens le contrat de Shea Weber qui est très lourd, mais les Blackhawks ne sont pas prêts à donner de salaire en ce moment, donc c'est correct. Et Victor Soderstrom, en ce moment, joue dans la SHL, joue à Brunas. Ça va pas mal mieux. Moi, j'ai eu l'occasion de voir des matchs. Il a quand même un bon rythme. Il est quand même rapide. Il y a une belle chimie avec un Québécois, Charles-Édouard Astou. Donc, tu sais, ça ne veut pas dire que c'est terminé pour lui. C'est possible que tu lui donnes un contrat qui s'amène dans la LNH. On ne sait jamais. Peut-être que ça peut devenir une histoire à la Gustav Forsling. Rappelle-toi, avec les Blackhawks, c'était démarqué. Si ça fonctionne, c'est peut-être un des vols de l'année de la part de Carl Davidson. Puis si ça ne fonctionne pas, ben tu as donné un choix de 5e tour. Ça a coûté rien ou presque. Exact. Puis pour les gens qui ne se souviennent pas, Soderstrom, c'est repêché tout juste devant Caulfield, 11e à l'Encamp 2019. Caulfield avait été repêché 15e. Ça a été une super belle semaine, Marty. Merci sincèrement à tout le monde de nous avoir suivis. On a eu beaucoup de visionnements sur nos vidéos. Ça peut faire la différence pour faire revivre le projet l'année prochaine. Quand je l'ai pitché à mon patron, il était très emballé, puis il trouvait que c'était une bonne idée. Puis après ça, je t'en ai parlé, Marty, pour m'accompagner là-dedans. Puis si jamais vous avez apprécié l'expérience, n'hésitez pas à écrire des commentaires sur les différentes vidéos YouTube. C'est ça qui peut vraiment convaincre les boss de réinvestir dans ce projet-là l'année prochaine. T'sais, on nous a demandé de faire une demi-heure par soir, puis tu vois, là, ça fait 1h15 qu'on est en nombre. Fait que des fois, quand on est passionné, c'est ça qui arrive, puis on espère que vous avez la même passion à la maison pour les échanges de la Ligue nationale. Merci, Marty, d'avoir fait ça avec moi. Ben, c'est moi qui te remercie. C'est toujours un plaisir. Évidemment, je suis plus connu pour le côté espoir, mais je suis avant tout un amateur de hockey, donc c'est toujours super apprécié. Puis tu me connais, j'aurais regardé mes choses quand même je n'avais pas fait ce mandat-là. Donc ça, c'est encore plus incroyable. Puis de le faire avec BPM Sport, une gang que j'apprécie beaucoup, je trouve que c'est toujours bien d'informer au niveau du sport. Puis de le faire avec mon bon vieil ami Deso, c'est toujours très bien aussi. Ouais, t'es gentil, Marty. Merci beaucoup. Merci à vous à la maison. Bon dernier droit de la saison régulière. J'ai bien hâte de voir ce qui va se passer d'ici les séries éliminatoires. Prenez soin de vous autres, tout le monde, et bon week-end. À la prochaine. Bye-bye.